Eh bien salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui on va parler de drunk, de l'alcool, de la prohibition, de l'hygiénisme. C'est parti, générique. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous souhaiter une excellente année 2022. J'espère que cette dernière sera pour vous synonyme de santé, gloire et sagesse, que vous allez réussir vos projets à la fois professionnels et personnels. Je voulais vraiment vous remercier pour l'année 2021 parce que vous avez littéralement explosé le nombre de vues et les compteurs d'abonnés en à peine un an. 2022 va être une année extraordinaire, j'en suis sûr. On est en train que personne n'arrête. Et j'ai une petite surprise pour vous qui sera présente à la fin de la vidéo. Drunk est un film que je suis allé voir maintenant il y a plusieurs mois et je l'ai beaucoup aimé. Il traite en effet de thèmes sous-jacents particulièrement intéressants. Cette vidéo ne va pas être une critique du film, je ne suis pas un critique de cinéma, je laisse à César ce qui appartient à César et on va se focaliser sur les thèmes qui sont intéressants dans Drunk. Ce film a été réalisé par Thomas Vinterberg et on retrouve dans le rôle principal le gigachad Mads Mikkelsen. Alors, qu'est-ce que ça raconte Drunk? On suit l'histoire de Martin qui est un professeur d'histoire dans un lycée au Danemark. Et Martin, il n'est pas aimé à la fois des élèves et des parents de ces derniers. Pourquoi? Parce que tout le monde part du principe que Martin est un mauvais professeur d'histoire, parce qu'il n'arrive pas à insuffler dans ses cours de l'intérêt, de l'envie, et en plus de ça, il se trompe la plupart du temps dans les dates, etc. Les étudiants sont très inquiets parce qu'à la fin de l'année, ils doivent passer un équivalent du bac. Ainsi, la vie de Martin au niveau professionnel, c'est pas la joie et au niveau personnel non plus. Pourquoi? Parce que sa femme est infirmière de nuit. Ils se croisent jamais chez eux puisque quand Martin arrive du travail, cette dernière doit y aller. Et les enfants de Martin ne le regardent pas parce que ce sont des ados qui n'ont rien à faire de leur père. Mais heureusement, Martin est bien entouré d'amis qui sont en fait professeurs dans le même lycée que lui. On a donc un prof de philo, de musique et de sport. Et un jour, nos 4 compagnons décident d'aller au restaurant pour fêter l'anniversaire de l'un d'eux. Et à ce moment-là, le professeur de philo aborde une théorie d'un certain Fins Garderud. Selon ce psychologue et philosophe, les hommes seraient nés avec un déficit d'alcool de 0,5 g par litre de sang. Et ce déficit entraînerait une perte de créativité, une perte de productivité, mais surtout des soucis dans les relations sociales. Ainsi, l'idée de Fins Garderud ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd pour Martin, et il décide le lendemain, avant de commencer son cours, d'acheter une bouteille de vodka et de la boire. Alors là, tu te dis que ça va être juste le drame, qu'il va rater son cours parce qu'il va arriver complètement bourré. Eh bien non, il gère son cours comme un chef et pour la première fois, il arrive à passionner ses élèves. Martin, fort de ce succès, décide d'aller voir ses amis qui étaient donc au dîner la veille pour leur dire à quel point la théorie de Fins Garderud est bénéfique. Nos 4 amis décident à partir de ce moment-là de se lancer dans une pseudo-étude scientifique où ils vont devoir maintenir 0,5 g d'alcool par litre de sang toute la journée au travail et ils vont écrire les résultats sur l'ordinateur. Je t'en dis pas plus, même si je vais te divulgacher plus loin la fin du film, puisqu'elle est porteuse d'un message extrêmement important. La théorie de Fins Garderud, elle peut sembler intéressante, parce qu'on a tous des expériences avec l'alcool, où on a peut-être gagné en productivité, en créativité, mais surtout on s'est désinhibé socialement. Et Dieu sait que c'est compliqué à une époque où les relations sociales sont de plus en plus tendues. Dans le film, il y a de nombreuses personnalités à la fois historiques, mais aussi des grands écrivains qui sont cités et qui avaient un lien assez étroit avec l'alcool. Il y a par exemple Ernest Hemingway qui a écrit la plupart de ses grands romans comme Pour qui sonne le glas ou Le vieil homme et la mer avec une bonne bouteille à côté de lui. Il y a également Hunter S. Thompson, l'auteur de Las Vegas Parano et Rome Express, qui avait carrément un planning de prise d'alcool et autres stupéfiants dans une journée. D'ailleurs, c'est 2 thèmes qui reviennent extrêmement fréquemment dans ses ouvrages. Il y a aussi Charles Baudelaire, où le vin a une place primordiale dans Les Fleurs du Mal.
Mais la personnalité qui revient le plus souvent dans Drunk, c'est Winston Churchill, Premier ministre britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait des journées extrêmement longues, parfois plus de 17 heures. Il devait faire des conseils de guerre dans un climat particulièrement anxiogène et stressant. Et on sait qu'il buvait beaucoup de whisky soda, qui est en fait l'ancêtre du whisky coca, et de champagne. Il fumait également beaucoup de cigares. Et ce mode de vie ne l'a pas empêché d'atteindre un âge canonique, puisqu'il est mort à plus de 90 ans, et surtout de gérer la politique du Royaume-Uni en pleine Seconde Guerre mondiale. Pour ces individus-là, l'alcool semble les avoir magnifiés en quelque sorte. Petite anecdote sur Churchill, lorsque ce dernier a visité les États-Unis pendant la Prohibition, il a été renversé par un taxi et son médecin lui a fait une ordonnance qui lui autorisait à boire de l'alcool alors que les États-Unis connaissaient la Prohibition, pour te dire à quel point il aimait la bibine. Mais tu peux t'en douter, la théorie de Finsgarderud, elle est extrêmement dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'il faut tenir toute la journée un taux d'alcoolémie de 0,5 g d'alcool par litre de sang. Le problème, c'est que notre corps élimine l'alcool ingéré, notamment par le biais du foie. Ainsi, pour maintenir ce taux d'alcool dans le sang, il faut constamment boire. Tu vas boire de plus en plus et tu vas développer une accoutumance et une résistance. Donc, tu vas devoir boire plus d'alcool et peut-être même de l'alcool plus fort. Tu vas donc probablement sombrer dans l'alcoolisme, qui est une maladie extrêmement grave, qui cause des dommages irréversibles sur de nombreux organes du corps humain. Et il faut savoir que l'alcoolisme est la seule maladie dont le sevrage peut causer la mort, puisque celui qui tente un sevrage alcoolique va avoir ce qu'on appelle le délirium tremens, ce qui est en fait des hallucinations particulièrement puissantes qui peuvent entraîner des crises de panique ou des crises d'épilepsie, et donc la mort. Et c'est sans compter également les accidents de la route ou les accidents avec des machines dangereuses sous l'emprise de l'alcool. C'est évident que l'alcool à haute dose est un danger, mais on peut constater que depuis quelques années, nous sommes tombés dans la grande déraison de l'hygiénisme à outrance. Il s'agit donc d'un principe qui pousse les pouvoirs publics, par le biais de lois, par le biais de la prévention ou même de l'architecture, à vouloir en fait augmenter l'espérance de vie des individus et à améliorer la santé publique en général. Ça peut être par exemple des campagnes de prévention qui visent à réduire la consommation d'alcool ou de tabac. C'est tout ce qui vise à améliorer l'espérance de vie des individus et la santé publique. En France, nous avons une longue tradition avec l'hygiénisme, avec des figures comme Lavoisier ou Louis Pasteur. Et au XIXe siècle, l'hygiénisme a pris de l'ampleur en France et en Europe parce qu'il y avait encore le choléra qui causait bon nombre de décès. Néanmoins, on voit qu'aujourd'hui, l'hygiénisme n'a pas complètement disparu. D'une part, par rapport au contexte que l'on connaît, mais également par rapport à des campagnes de prévention qu'il y a très fréquemment. On sait par exemple que la Nouvelle-Zélande souhaite interdire le tabac complètement sur son territoire d'ici 10 ans. En France, il y avait des médecins qui ont appelé il y a quelques années à taxer l'alcool, parce qu'on sait très bien qu'en France on règle les problèmes en taxant. Plus un alcool était élevé en termes de degrés, plus ce dernier devait être taxé. Ça visait à empêcher les individus d'acheter des alcools forts comme le whisky, la vodka, etc. Il y a également ce qu'on appelle le dry January, désolé pour cet accent déplorable, qui est en fait le janvier sec, où les individus qui se lancent dans ce challenge ne doivent pas boire d'alcool pendant un mois. Ainsi, il y a depuis quelque temps une mode à l'hygiénisme, au refus donc de la nourriture un peu grasse, au refus de l'alcool ou même du tabac. Alors bien sûr, ça peut présenter des avantages, mais nous sommes tombés, pour Michel Onfray, dans une forme d'excès. En effet, Michel Onfray, vous le connaissez tous, il s'agit d'un philosophe qui était anciennement hédoniste, il avait un mode de vie plutôt débridé, il brûlait la chandelle par les deux bouts, il a ainsi eu plusieurs problèmes de santé, il est revenu sur son hédonisme décomplexé depuis maintenant quelques années pour des raisons de santé évidentes, mais il a une analyse plutôt bonne puisqu'il estime que la mort est sortie de nos vies, on est en soi dans des pays développés avec un système de santé plutôt bon, même si ce dernier vise à de plus en plus être mauvais du fait qu'il n'a pas été rénové depuis longtemps, mais c'est un autre débat. Les Occidentaux ont une peur maintenant qui est complètement déraisonnable de la mort. Et il part du principe qu'on est quasiment en train de passer à côté de nos vies à force d'avoir
des comportements complètement irrationnels qui est issu de l'hygiénisme. De plus, l'hygiénisme à l'extrême, ça peut causer au final plus de dommages dans une société. Il est par exemple possible de citer la Suède. En Suède, l'alcool est un monopole d'État, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter des bouteilles d'alcool dans des supermarchés traditionnels. Il faut aller dans des magasins tenus par l'État et qui sont spécialisés dans la vente d'alcool. Pour vous donner une idée, l'Absolute Vodka, qui est pourtant une vodka suédoise, coûte 25 € les 700 ml, alors qu'en France, elle doit coûter entre 13 et 14 €. Ainsi, l'alcool est surtaxé, et le problème, c'est que les jeunes Suédois, pour contrebalancer en fait l'alcool extrêmement cher, ils l'achètent sous le manteau à des individus qui le fabriquent dans des alambics avec des normes pas toujours au rendez-vous. On a le même problème aussi en Islande avec de l'eau de vie qui est vendue sous le manteau et qui est extrêmement forte et élevée en alcool. En plus de ça, les jeunes Suédois, comme dans la plupart des pays scandinaves, ont des fêtes de fin d'année qui sont inscrites dans leur culture depuis longtemps, puisqu'en effet un jeune Suédois qui va être diplômé va participer à des fêtes où il doit mettre un chapeau de marin avec son nom gravé dessus, et il part avec ses amis pendant plusieurs jours, et généralement ce sont des journées de fête débridées à grands coups de biture et de coma éthylique, parce que le problème c'est que les jeunes Suédois ont une consommation d'alcool démesurée, exagérée, parce qu'on ne leur a pas appris une forme de modération et parce que l'alcool est devenu un produit exclusif, rare, et ainsi il gagne en attractivité. C'est-à-dire que par le biais de ces politiques hygiénistes qui visent à protéger la jeune génération de l'alcool, en réalité on crée des individus qui vont avoir des vrais problèmes avec l'alcool parce qu'ils vont pas savoir doser leur propre consommation. Il est même possible de prédire que la Nouvelle-Zélande aura le même problème par rapport au tabac, puisque ça va développer un marché noir. Et d'ailleurs, les États-Unis ont fait les frais de tout ça, puisqu'entre 1919 et 1933, il y a eu ce qu'on appelle la prohibition. Pourquoi? Parce qu'il y avait des mouvements dits de tempérance qui étaient issus du puritanisme américain, qui voulaient donc interdire la consommation et le transport d'alcool. Donc entre 1919 et 1933, la vente et la consommation d'alcool étaient complètement prohibées. Alors certes, ça a diminué la consommation des individus, mais ça a par contre créé des comportements qui étaient particulièrement dangereux, puisque les individus, quand ils tombaient sur de l'alcool, ils en buvaient d'autant plus, puisqu'à ce moment-là, la société américaine était divisée entre ceux qui ne voulaient plus boire d'alcool et qui étaient vraiment dans le délire de la prohibition, et ceux qui avaient ce besoin de fête. On était en plus dans l'entre-deux-guerres, dans les années folles, ça se témoigne très bien avec le livre Gatsby le Magnifique. Il y avait donc toute une société parallèle de cabarets avec une consommation d'alcool dans la clandestinité. Et forcément, qui dit clandestinité dit marché noir, et on sait que la prohibition a permis le développement de mafias, principalement dans le bassin de Chicago, notamment avec Al Capone, mais aussi donc dans la côte est des États-Unis, puisque New York était la plaque tournante avec du whisky qui venait d'Écosse ou d'Irlande. Ainsi, il y a des mafias qui sont devenues particulièrement puissantes et riches. Ça a en fait mis en place tout le crime organisé que l'on connaît même encore aujourd'hui aux États-Unis à cause de la prohibition. Ce type de politiques, elles sont contre-productives, voire même dangereuses. Et quel est le message que nous dévoile le film à la fin? Je t'invite à quitter la vidéo si tu ne veux pas être divulgaché. Martin finit donc le film au bord d'un quai, il est assis sur un banc et il voit les étudiants qui font la fête, puisqu'ils viennent d'avoir fraîchement leur bac. Et Martin fait la fête avec eux et il boit du champagne au goulot. Martin comprend que ce qu'il a pu faire avec l'alcool, c'est-à-dire améliorer la relation avec sa femme, avec ses enfants, devenir un bon prof d'histoire, il aurait pu le faire sans l'alcool. C'est-à-dire que l'alcool a été une sorte de moyen, mais n'est pas une fin en soi. C'est un outil qui peut être intéressant dans nos vies, ça peut pimenter notre existence, mais ça ne doit pas devenir une béquille de secours, ça ne doit pas devenir la première source de notre existence. Martin comprend à la fin du film que l'alcool l'a aidé, certes, que l'alcool aura une place dans sa vie, mais que l'alcool ne doit pas prendre une place outre mesure. En somme, le film prône une forme de modération qui semble pas être évidente quand on regarde la fin, mais qui est sous-jacente. Pourquoi? Parce que au début du film, Martin est dans une monotonie, il n'est pas intéressant, il a une vie lisse, il n'a aucune forme de jouissance en somme, il n'a aucun plaisir. Et l'alcool va lui permettre de trouver une autre voie. Mais ce n'est pas une solution durable. La théorie de Finsgarderud est dangereuse et risque de le mener dans la tombe. Mais
il ne faut pas non plus être dans l'excès de l'hygiénisme, où on voit que ça crée des comportements qui sont complètement débridés, et Martin en fait les frais tout le long du film, puisqu'il succombe presque à l'alcoolisme. Donc il ne faut pas à la fois être moine tibétain et ne pas profiter des plaisirs de la vie, même si on peut avoir des convictions qui nous poussent à ne pas boire, et ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est juste de ne pas être poussé par les autres et de trouver un juste équilibre et d'être heureux. Si tu n'as pas envie de boire de l'alcool et que tu es très bien comme ça, n'en bois pas. Et trouve par contre des bonheurs ailleurs, trouve de la jouissance ailleurs. C'est-à-dire que dans la vie, tout est une question en fait de modération. Il ne faut ni être dans une forme de privation à l'extrême, où on passerait notre vie à se faire chier puisqu'on est des individus de sens et qu'on a besoin de ressentir, mais on ne peut pas de l'autre côté brûler la chandelle par les deux bouts et devenir des épaves. Les deux sont pour moi absolument pas souhaitables. Il faut une forme de modération. Ainsi, si vous ne voulez pas boire d'alcool pour vos raisons personnelles, n'en buvez pas, et si vous voulez en boire, faites-le dans la modération, puisque c'est dans la modération et dans la rareté qu'on retrouve en plus une forme de jouissance. C'est ça que le film prône, parce qu'il nous montre les deux faces d'une même pièce, à la fois la privation de Martin dans une vie monotone et à la fois un Martin débridé, mais qu'en fait la vraie voie, c'est le Martin de la fin du film qui comprend que les excès vont le mener à rien ou au pire à la mort, mais qu'en même temps il a pu voir ce que c'était la vie et les petits plaisirs de la vie, par exemple aller camper avec sa femme et ses enfants, et c'est ça en fait la solution. C'est la modération, et c'est malgré tout le fait de vivre dans cette modération en adéquation avec ce que l'on veut et sans tomber dans les extrêmes. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais avant d'aimer, commenter et partager, je vous invite dans le nouveau Discord, le Club des Barons. Alors comme vous le savez, avant on avait un Discord, mais on a décidé d'en faire un petit peu une mise à jour. Il y avait tellement de demandes qu'on en a créé un nouveau. Cette fois, plus besoin d'envoyer un mail pour postuler au Discord. Il suffit de cliquer sur le lien et de faire la présentation la plus précise possible. Et la présentation est soumise à un vote des anciens du Discord qui valide ou non l'arrivée du nouveau. Mais je suis certain que vous allez faire des présentations de qualité, donc je vous invite à cliquer sur le lien en description si vous voulez rejoindre le Discord officiel de la chaîne. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.